Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, une chronique qui m'intéresse particulièrement puisque on va parler des méthodes de cuisson, mais cuire sans nuire, c'est-à-dire sans porter atteinte à la santé. Oui, absolument, parce que regarde, on va partir de superbes aliments riches en vitamines et en minéraux qu'on va détruire ou qu'on va laisser fuiter à la cuisson ou qu'on va contaminer avec des matériaux malsains. C'est vraiment dommage. Donc, ça suppose qu'il y a plein de matériaux différents et qu'il y a un choix à faire parmi ces matériaux pour préserver la santé, en tout cas. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui vont favoriser la migration de molécules qui peuvent être des perturbateurs endocriniens ou des métaux lourds ou des substances qui sont toxiques pour nous. Et ça va dépendre du matériau. Alors, ces migrations, elles vont être favorisées par la chaleur. Donc, il y a des matériaux comme des matériaux plastiques, des silicones, etc. S'ils sont en contact avec la chaleur, les substances migrantes, ça va encore être plus facile. Et puis ça va dépendre aussi de la composition des aliments qu'on va mettre à leur contact. Par exemple, les aliments gras vont beaucoup plus facilement capter les toxiques parce que les graisses ont cette propriété de captation des molécules toxiques, des perturbateurs endocriniens notamment. Donc, parmi les choix de matériaux, moi, je fais le choix d'éliminer et d'éviter au maximum l'aluminium dans ma cuisine, que ce soit le papier aluminium ou les casseroles en aluminium, parce qu'on a des migrations d'aluminium dans les aliments, surtout quand il y a des contacts avec des acides, etc. Le plastique, pareil, on va avoir des transmissions de bisphénol, même si aujourd'hui le bisphénol A est interdit, il y en a d'autres, des bisphénols. Et puis, je vais éviter tout ce qui est revêtement anti-adhésif, parce qu'il y a des migrations de perturbateurs endocriniens, et aussi les matériaux qu'on appelle les céramiques, mais ce sont des pseudo-céramiques, c'est pas la terre cuite avec un revêtement céramique, ce sont plutôt des agglomérats de matériaux qu'on va faire avec des résines, et là on connaît pas leur innocuité en général, en tout cas c'est pas très clair, donc je préfère éviter ça. Par contre, je vais privilégier de l'inox pour les casseroles et pour les poêles. Je vais privilégier la fonte émaillée. Je vais privilégier aussi la tôle bleue et le fer pour les moules à pâtisserie. Et puis le Pyrex qui est excellent aussi comme moule à gratin, par exemple. Mais moi, là, quand je t'entends parler d'inox pour les poêles, je me dis tout de suite, mais ça va attacher, ça va être un carnage en cuisine. Alors, je t'avoue qu'il m'a fallu moi je m'y suis mise à l'inox il y a un peu plus de 10 ans et les premiers temps étaient un petit peu comment je fais, etc. Donc c'est juste un petit coup de main à prendre. Déjà, avant même de prendre le coup de main, il faut choisir un bon ustensile. Alors pour moi, un bon ustensile, il va avoir un fond épais. C'est-à-dire que la semelle de la casserole ou de la poêle va faire à peu près 5 mm d'épaisseur et donc elle contient plusieurs feuillets qui vont avoir la propriété de cumuler la chaleur. Ce qui va nous permettre aussi d'avoir une inertie de chaleur au moment où on coupe la flamme ou le feu en dessous, et donc on va pouvoir continuer à cuire sans avoir encore la source de chaleur en dessous. Donc ça fait des économies d'énergie également. Il y a une meilleure répartition de la chaleur. Enfin, il y a plein d'avantages. Ensuite, et là c'est très 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 important pour que ça n'attache pas, il faut la bonne température. Alors, il y a une technique qui est très rigolote dont on peut voir des tutos sur internet qui s'appelle la technique de la goutte d'eau. Donc on fait chauffer le cul de sa poêle ou de sa casserole et on va laisser tomber une goutte d'eau dedans. Et là, la goutte, elle doit perler, elle doit rouler à la surface. C'est rigolo comme tout. Donc ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse, c'est s'évaporer. Ça veut dire que là, le fond n'est pas assez chaud et elle ne doit pas se briser en plein de petites gouttelettes. Là, ça veut dire que c'est beaucoup trop chaud. Quand on a la bonne température, et que donc la goutte d'eau elle perle, même si on dépose un poisson, même si on dépose un steak ou une escalope de volaille, une fois qu'elle va être saisie, parce que au moment où on la dépose, elle colle, mais quelques instants après, au moment où elle est saisie, elle se détache toute seule. Ça vaut pour tout ce qui est fragile comme les poissons, je vous disais, et même pour des légumes comme les épinards, les champignons, etc. C'est franchement génialissime. J'ai entendu parler aussi de la cuisson douce qui serait bonne aussi pour la santé. Ça veut dire quoi être une cuisson douce ? Alors une cuisson douce, c'est un terme générique qui veut dire en fait cuisson à basse température. Alors ce qu'on appelle une basse température, en général, c'est des températures où l'aliment va pas être soumis à plus de 100 degrés. Donc on va être inférieur à 100 degrés. Les molécules qui sont dans les aliments, elles s'altèrent, elles se brisent sous l'effet de la chaleur, mais chacune a un point de température particulier. Par exemple, dans les huiles, selon la nature des acides gras qu'elles contiennent, il y en a certaines qui vont résister à de hautes températures sans devenir toxiques. Ça va être le cas de l'huile de coco ou de l'huile de palme qui ont des points de fumée, c'est-à-dire le moment où l'huile va fumer, c'est le moment où ces acides gras se brisent, se dénaturent et deviennent toxiques.
Et ces 2 huiles-là, par exemple, elles ont un point de fumée qui se situe entre 180 degrés et 240 degrés, alors que l'huile de colza vierge ou l'huile de lin, elles ont un point de fumée plutôt aux alentours de 107 degrés. Donc ce sont des huiles qui sont réservées exclusivement du coup à l'assaisonnement, parce que même quand on fait une simple cuisson à la poêle, souvent ça dépasse largement les 110 degrés. Et l'huile de tournesol ? Et ben ça dépend de la variété. Tu as l'huile de tournesol vierge qui a un point de fumée extrêmement bas, plutôt aux alentours de l'huile de colza, etc. Et par contre, l'huile de tournesol variété oléique, qui a une composition plus proche de l'huile d'olive, elle a un point de fumée qui est plus élevé. Je ne sais plus si on est autour de 160 ou 180 degrés, quelque chose par là. Donc de toute façon, on ne se prend pas la tête. On regarde sur sa bouteille d'huile si c'est marqué pour la cuisson ou pour l'assaisonnement. Voilà, les fabricants doivent le signaler. Donc en fait, pour éviter d'altérer, de détruire nos acides gras, les vitamines, on va employer des techniques de cuisson où la température va être maîtrisée. Ça va être le cas de la vapeur douce, c'est-à-dire pas sous pression, donc pas dans la cocotte minute, mais quand on utilise un panier vapeur, là, la vapeur, elle est à 100 degrés, hein, l'eau sous forme de vapeur, elle n'est pas à plus de 100 degrés, donc on a une cuisson douce. Ça peut être le four doux qu'on va régler à 85 degrés ou en dessous de 100 degrés. Et puis la cuisson, elle est tuvée sur un feu modéré, elle préserve super bien les nutriments aussi, et on a des viandes, des légumes qui sont absolument savoureux. Donc on a un maximum de nutriments préservés et un maximum de saveurs. Donc si je comprends bien, il faut déjà choisir le bon matériel et puis après il faut maîtriser la technique de cuisson. Voilà, tout à fait. Donc moi souvent on me demande mais c'est quoi la meilleure technique de cuisson ? Ce qui compte c'est pas la technique, c'est la maîtrise de la technique. Si on laisse brûler des légumes qu'on a mis à rôtir au four, c'est pas bon, mais si on les laisse trop longtemps dans le cuit-vapeur, c'est pas bon non plus. Donc il y a une histoire de maîtrise. Pour tirer le meilleur parti des aliments, on a besoin de maîtriser le feu, la justesse de la température et de la durée de cuisson. Par exemple, on va pas réussir à faire rôtir des légumes si le four est pas assez chaud et on ne pourra que faire brûler un steak si le feu est trop vif sous la poêle. Alors, quand on me parle de meilleures techniques de cuisson, moi j'aime beaucoup aussi parler des principes de la diététique chinoise. Et on va parler des principes du yin et du yang. En diététique chinoise, le choix de la cuisson a des propriétés thérapeutiques. Et j'ai été ravie quand j'ai vu ça au cours de ma formation, parce que c'est vraiment quelque chose dont j'avais eu l'instinct pendant des années. Je choisissais mes techniques de cuisson en fonction de mes ressentis, et j'avais remarqué que c'était pas les mêmes en fonction de la saison, en fonction de si je me sentais avoir froid ou avoir chaud, etc. Donc, on a des types de cuisson qui sont de nature yang. Ça veut dire, en gros, parce que je vais pas tout vous raconter, mais globalement, les cuissons yang, elles vont prodiguer de la chaleur. Ça va être le cas des cuissons à l'étuvée, au four, au barbecue, et ça va être le cas des fritures également. Donc quand je consomme une viande ou un légume rôti au four, ça va ramener plus de chaleur à l'intérieur de mon corps qu'une cuisson yin. Les cuissons yin, ce sont des cuissons humides qui vont rafraîchir. C'est le cas des aliments consommés crus, c'est le cas de la cuisson vapeur, qui est une cuisson assez rafraîchissante. C'est le cas aussi quand on va blanchir les choses à l'eau. Par exemple, des haricots verts blanchis à l'eau, ils ont subi du coup une cuisson plutôt yin et vont être plutôt rafraîchissants. Et puis dans la chronique précédente, on parlait de la cuisson au wok. On disait qu'ils étaient saisis à l'extérieur et ils étaient juste à peine décrudis à l'intérieur. Et là, on a l'équilibre entre le yin et le yang au final. C'est pour ça que les Chinois prisent beaucoup cette technique de cuisson, c'est parce qu'elle est vraiment à l'équilibre entre les deux. Donc ce qui est génial en diététique chinoise, c'est qu'on va adapter le choix de la cuisson selon l'état de santé de la personne. Si on a une personne qui est frileuse, on va éviter les cuissons yin, par exemple, on va éviter de lui. Si c'est une personne qui mange que des salades ou du cuit vapeur, on va lui dire que c'est peut-être pas une bonne idée, qu'il faudrait manger un peu plus à l'étuvée et cuit au four. Mais par contre, si on a une personne qui est en excès de chaleur, on va éviter les fritures, les cuissons yang, etc. Puis on va rafraîchir avec du cru et de la vapeur. Et en général, les personnes qui sont en excès de chaleur sont les personnes qui ont beaucoup de tempérament, qui sont volontaires, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que souvent, on est attiré par ce qui nous ressemble. Donc, on va attirer par les choses fortes, les choses yang, etc. Et c'est là où il faut contrebalancer et équilibrer. Mais voilà. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut sentir en soi aussi. Et tu vois, c'est pour ça aussi, quand on parle de nourriture instinctive, l'instinct, c'est vraiment l'instinct profond, l'instinct des cellules. C'est pas l'instinct du mental où je suis attirée par ce qui me ressemble, etc., où je vais être dans le vouloir, dans aller chercher de la force et tout, mais dans retrouver un équilibre et retrouver une tempérance. Une sérénité intérieure. Ouais, absolument. Donc des fois, voilà, l'instinct n'est pas toujours évident. Alors du coup, tu sais, quand on a des personnes qui recommandent de manger tout cru ou tout vapeur, pour moi, c'est vraiment une aberration parce que ça va dépendre du besoin de la personne.
comme d'habitude, s'écouter bien comme il faut pour s'adapter à nos besoins. Qui aurait cru que la cuisson recèle tant de particularités et qui soit si important? Et à ce propos, toi, tu proposes des conférences et des ateliers pour aller plus loin? Oui, absolument. Alors, pour les collectivités, les associations, j'ai souvent des mutuelles aussi qui sont intéressées. J'ai une conférence qui s'intitule Les cuissons saines. Je mettrai un petit lien en dessous du podcast vers la page des conférences que je propose. Donc moi, j'adore être en conférence. Donc voilà, s'il y a des besoins, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et puis, je propose aussi un atelier cuisine qui s'appelle Cuisson douce ou l'art de cuire sans nuire. Et le prochain que j'ai programmé aura lieu le dimanche 9 février 2025. Donc là, il va s'agir de faire ensemble le test de la goutte d'eau. Ça va être rigolo comme tout. On va faire cuire un œuf au plat dans une poêle en inox. On va maîtriser une cuisson à l'étuvée sans ajout d'eau ni de matière grasse. Et ça va être assez kiffant. Il va y avoir des saveurs extraordinaires et on va être vraiment dans cet équilibre et dans cette maîtrise technique qui va permettre ensuite de prendre des kiffs chez soi. Pareil, je vous mets un petit lien vers cet atelier cuisine en dessous du podcast. 2 propositions qui permettent d'aller plus loin et de pratiquer. C'est ça qui est important aussi pour après changer nos habitudes plus facilement. Merci beaucoup Anne pour cette chronique bien passionnante et la semaine prochaine on se retrouve avec la diététique chinoise également. Oui voilà, on va continuer en diététique chinoise et on va parler des saveurs. On en a déjà beaucoup parlé dans les chroniques sur les aliments et là je vais vous expliquer vraiment, on va consacrer toute une chronique à ça veut dire quoi saveur en diététique chinoise. Saveur douce, saveur piquante, saveur salée. Oh là là que tu as bien retenu, bravo ma Charlotte. Allez on en parle la semaine prochaine, merci beaucoup Anne. Merci à toi. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.